Et le livre m'a dit deux choses. Il m'a dit que Mohamed avait franchi un cap et qu'il était dans la littérature avec un grand L, que c'était un grand livre, mais en même temps, cette lecture m'a dit que c'était un grand livre qui n'achevait pas l'œuvre. C'était un grand livre qui allait ouvrir sur une grande œuvre. Alors, c'est-à-dire que c'est toujours très difficile de dire à quelqu'un vous avez écrit un grand livre, stop, et puis au revoir, quoi, parce que vous allez, comme Romain Gary, tourner toujours autour du livre. Non, il y a ce livre, et derrière, moi, j'en attends d'autres, et j'en attends un en particulier. Alors, Mohamed, comment vous développez cette idée que écrire, c'est vivre? D'abord, merci infiniment pour le soutien fidèle, déjà pour le premier, l'affaire de l'esclave Fursi. C'était une aventure fantastique grâce à vous et qui continue 12 ans après la publication parce que il y a quelques semaines, j'ai appris qu'il allait être adapté au cinéma. Donc le succès, c'est vraiment, je le dois particulièrement. Et puis, je ne peux pas ne pas parler des journées qu'on a. Aujourd'hui, c'est un festival, mais on a longtemps appelé ici les journées des écrivains du Sud. Et c'était un petit miracle l'année dernière parce que le dimanche, on se quittait en s'embrassant, etc. Et le lundi, annonce du confinement, il n'y avait plus rien en France. Et on se retrouve aujourd'hui en décalant un petit peu. Donc et j'avais déjà parlé de miracle permanent, et là c'était plus vrai que jamais. D'abord, c'est un grand honneur de pouvoir donner un thème à un tel festival, surtout qu'il y en a eu des très beaux, le roman du roman, sur la création, etc. Et en fait, l'écriture c'est la vie, écrire c'est vivre, c'est en recherchant, en allant à la rencontre des plus démunis, mais aussi des bénévoles, aussi bien d'Athénée Carmon, des Restos du Cœur, qui aident les plus pauvres. J'ai remarqué que, évidemment, que ces personnes-là recherchaient à manger, recherchaient un toit, mais qu'il leur manquait quelque chose d'aussi vital, qui était, c'est ce que vous avez dit Paul, qui était de s'inscrire dans l'écrit. C'est-à-dire que pour exister, il fallait écrire leur histoire. Parfois, ils n'avaient pas les mots, donc ils recouraient à ce que le métier du narrateur, qui est biographe pour anonyme. Et c'était fascinant de constater à quel point l'écriture, et elle dépasse même le vital, c'est quelque chose qui fait vivre, et qui fait vivre non seulement sur l'instant, mais qu'on a envie aussi d'inscrire, par exemple, dans une généalogie. Les plus pauvres flottent aussi, sans arbres, qui s'enracinent, et l'écriture permet d'ancrer, permet aussi de laisser quelque chose à des enfants qu'on ne voit plus, notamment ceux qui sont abandonnés ou qui n'ont pas pu rester avec leur mère ou leur père. Donc ça m'a sauté aux yeux, et d'où la nécessité d'écrire sur cette thématique-là, qui est même l'essence, je crois, de la littérature. Merci Mohamed. Je vous ai associé à Daniel Nahon, que Aix connaît comme un grand scientifique, et qui a écrit ce qu'on appelle un tombeau, dans la grande tradition littéraire du tombeau, c'est-à-dire un livre de deuil, un livre sur l'être cher qui a disparu. Et il y a quantité de gens qui ne se savent pas écrivains, qui ont été toute leur vie des lecteurs d'autres livres, ou qui ont écrit des ouvrages, des essais ou des ouvrages scientifiques. Et puis un jour, ils se trouvent dans cette nécessité-là de s'exprimer par écrit sous une forme littéraire. C'est une sorte d'obligation. Alors, pratiquement, je pense que chacun d'entre vous a rencontré ça. C'est souvent l'ouvrage
que certains écrivent à la retraite en se disant « je vais laisser un livre pour mes petits-enfants, je vais raconter l'histoire, je vais raconter la généalogie de la famille ». Et puis, c'est les gens frappés de deuil. Ça peut être une jeune mère qui vient de perdre son enfant et qui veut raconter ce qu'a été ce deuil. Et en l'occurrence, c'est un époux qui a perdu sa femme et qui veut raconter à la fois qui elle était, par où elle est passée. Est-ce que c'est ça, Daniel Lang? Oui, c'est à peu près ça. On ne se prépare jamais à l'inattendu. Et quand il arrive, on a envie d'écrire, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va écrire. Et en fait, c'est la douleur et l'émotion qui pousse la plume, qui allonge les mots. Et au fur et à mesure, on fait alterner le présent, le passé, et d'un coup, tous les souvenirs reviennent en trombe. Et alors, j'ai commencé à écrire ce livre à la plume, et souvent, au début, les larmes se mélangeaient à l'encre. Et puis on se libère, et on arrive à retrouver, et là j'endosse à ce moment-là mon habit scientifique, on retrouve les détails qui nous ont plu, on se souvient de la petite chose de rien du tout, et on se rend compte qu'on s'est aimé pendant 52 ans, ce qui est long, et qu'on s'est toujours dit « je t'aime ». Et j'ai essayé de savoir pourquoi, et on se rend compte que dans toute une vie, on a joué sur les complémentarités, non pas, on a effacé les contradictions. Et donc c'est pour ça un peu qu'on est heureux. Voilà à peu près dans quel état d'esprit j'ai écrit ce livre. Oui, vous écrivez, vous partez d'un intime absolu, puisque vous mélangez les larmes à l'encre. C'est donc une... on ne parle pas encore de thérapie, mais c'est une sorte de nécessité. La première question que je voudrais vous poser, cette nécessité, pourquoi elle passe par la plume? Pourquoi? Et ensuite, pourquoi vous publiez? C'est une très bonne question. Lorsque j'ai écrit, j'avais une nécessité d'écrire, c'est-à-dire le matin, je vaquais à mes occupations, je continue à travailler, hein, beaucoup, à l'université ou ailleurs, et j'avais hâte de rentrer à la maison et de me mettre à écrire. Alors, j'ai écrit un premier jet qui était un jet très personnel. Et puis, en relisant ce jet, je me suis dit quand même, tout le bonheur qu'on a eu a été en fait un triomphe, est passé un triomphe d'amour. Et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je n'ai pu le faire que par cette femme. Et j'ai eu envie de lui donner une part d'éternité. Et pour qu'elle ait cette part d'éternité, eh ben, il faut écrire. Et il faut que ça reste dans un livre. Et c'est pour ça que j'ai eu l'envie d'écrire. Et alors j'ai eu un éditeur formidable qui m'a dit même si c'est un livre sur Irène, il faut parler de vous. Et je n'avais pas parlé de moi. Et donc j'ai été amené à parler de moi parce qu'on m'a expliqué que si on voulait comprendre la vie d'Irène, il fallait qu'on comprenne aussi un petit peu ma vie. Moi j'allais dire, en vous lisant, qu'on part sur la vie d'Irène, sur sa maladie. Elle a un cancer du sein? Elle a un cancer, elle commence par un cancer du poumon et puis ça devient surtout un cancer du pancréas. Vous commencez sur la maladie, vous commencez sur elle, et puis ensuite vos deux vies se mélangent. Et on a l'impression que sa vie rentre plus dans la vôtre que vous n'entrez dans sa vie. Je ne vous fais pas de reproche. Mais on se rend compte, c'est elle qui vous suit. Oui, c'est absolument vrai. Vous savez, quand on écrit, c'est pas la vraie vie, c'est ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu.
Donc automatiquement, c'est une sorte de loupe géante à travers laquelle je vois ma femme, et c'est moi la loupe géante. Voilà. Et je me suis toujours dit, si c'est elle qui avait dû écrire ce livre, comment elle l'aurait écrit? Et c'est pour ça que dans ce livre, quand je parle d'elle, j'essaie de me souvenir ce qu'elle aimait. Le bruit du vent dont on a parlé tout à l'heure, des tas de choses auxquelles je n'avais pas prêté attention, et puis ça revenait. Et c'est vrai que j'étais obligé de parler de moi, parce que comme vous le savez, j'étais un géologue, donc j'étais souvent absent. Et en étant souvent absent, j'ai mesuré combien l'imagination est importante dans l'amour. Parce qu'on réinvente l'autre en amour. On réinvente sans arrêt lorsqu'on est à distance. On dit des choses dans les lettres, et je regrette qu'aujourd'hui qu'on n'ait que des SMS, on dit des choses dans les lettres qu'on n'ose pas dire en face. Il y a des choses intimes qu'on ne peut qu'écrire. Non, je comprends tout à fait la part que prend la lettre d'amour dans une relation amoureuse. À la fois, elle concentre, on se concentre sur la pensée de l'autre, et à la fois, elle relance la relation. J'ai travaillé sur les lettres d'amour au XVIIIe siècle, donc je sais comment ça fonctionne. Et la publication, alors parce que quand même, je suis en train de me demander si c'est pas quelque chose de très français que de penser que l'éternité, tu m'interromps hein, quand que l'éternité se trouve dans les écrits, et que au fond tout ce qui va nous allons disparaître, et finalement j'ai toujours pensé qu'une serviette de toilette avait plus de vie qu'une vie humaine, qu'il resterait plus de serviettes de toilette dans nos placards que de souvenirs de nous-mêmes. C'est l'éponge qui est extra. Et ça peut on peut rire. Hein. Et c'est une façon très... C'est comme une incantation de penser d'abord que le souvenir, ça sera à l'écrit, passera par l'écrit, et pas simplement par le souvenir reproduit par les gens, et ensuite que on se met à l'abri dans une maison d'édition. Or, on sait, par exemple, je ne sais pas, il va y avoir cette année, Mohamed, à la rentrée, je pense plus de 800 livres. Oui, à peu près 500 en littérature française, oui. Donc voilà. En 2 mois. Hein. En 2 mois. En 2 mois. Et que ces livres, ils vont périr ils vont périr sitonnés, quoi. Ben, le roman devient comme un film, c'est-à-dire qu'il a une durée de vie d'1 semaine parfois. D'une semaine. Voilà. Après, heureusement qu'il y a d'autres qui ont une durée plus importante, mais... Et qu'au fond, ce que vous confiez à l'écrit et ce que vous confiez à l'édition, c'est quelque chose d'extrêmement éphémère. Mais vous n'en avez pas pris conscience encore. Alors écoutez, non, pour une raison simple, c'est que j'ai écrit énormément de livres scientifiques. Oui, mais puis eux restent parce qu'ils sont repris par les étudiants, et encore voilà. Que ça se démode très très vite. Hein. Ben oui, c'est vrai que les découvertes d'aujourd'hui sont parfois des vieilles lunes, le lendemain, mais ça dépend comment on approche la science, hein, mais il y a beaucoup de choses qui restent. Et moi qui ai beaucoup travaillé en Afrique, qui vous est si cher, je suis un spécialiste des latérites dont on parlait, lorsque j'ai écrit là-dessus, je me rends compte que pour les comprendre, il a fallu que je lise des auteurs de 1920, de 1912. Et je me suis aperçu que c'était des observateurs hors pair. Et donc l'observation reste toujours. Oui. Ce qui change, c'est parfois l'interprétation ou la modélisation. Et quand vous avez aimé une femme, je l'ai un peu écrit avec cet état d'esprit. En même temps, elle est rentrée dans une partie historique qui a existé.
Et cette partie historique, on ne peut pas la gommer. Elle restera toujours là. C'est ça la genèse de ses parents en Russie, le départ, l'émigration vers l'Allemagne, puis la France. Moi-même qui suis né, mes parents qui étaient arrivés très très tôt au Maroc, qui suis né au Maroc, qui suis parti. Donc c'est en même temps le témoignage. J'ai eu envie d'écrire également un témoignage d'époque pour savoir, on a tous envie de connaître nos racines. Et là, il est difficile de se mentir, surtout pour un scientifique. Si vous voulez, ce qui est dans ce livre, c'est d'une grande sincérité. Alors que ce soit éphémère, vraisemblablement, hein, voilà, je pense que c'est... Non, ce que je disais, c'était... on n'entreprendrait pas d'écrire un livre si on pensait qu'il était éphémère, évidemment. D'ailleurs, c'est très intéressant, toi, Mohamed, qui est à la fois journaliste et romancier, qu'est-ce que tu as à dire sur ce côté éphémère? En fait, on n'y pense absolument pas, et il n'y a pas d'éphémère dans l'écriture. C'est-à-dire que ce qu'a fait Daniel Nahon, ça s'inscrit dans une tradition littéraire qui est d'élever un tombeau littéraire, d'où la publication, parce qu'il manquerait s'il n'y avait pas la publication. Et moi, je me sens très proche de la démarche de Daniel Nahon, qui en plus, lui, est scientifique, donc il sait l'importance des choses qui restent, des choses qu'on cherche de manière profonde et approfondie, qui sont les souvenirs, etc. Là, par exemple, je me suis senti très proche parce que, par exemple, j'ai rencontré une toute petite association à Paris qui s'appelle le collectif Les Morts de la Rue, qui se donne pour mission, elles sont deux femmes extraordinaires, deux saintes, deux héroïnes, qui se donnent pour objectif d'enterrer dignement des personnes qui meurent à la rue. Alors ça peut être ce qu'on appelle de mauvaise manière des SDF, mais ça peut être aussi des dames ou des messieurs qui sont propriétaires de leur maison et qui n'ont plus de lien avec leur famille. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, ces deux femmes? Elles cherchent des bribes biographiques pour dire voilà, son surnom c'était, cette femme ou cette dame ou ce monsieur, ben, il aimait tel ou tel sport ou tel écrivain, etc. C'était ce qui manque quand on meurt, c'est qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on va inscrire et qu'est-ce qu'on va écrire. C'est pour ça vraiment on est dans la thématique pleinement, et élever un tombeau littéraire pour Irène, c'est parler d'elle, parler de vous, c'est laisser une trace, parce que ça tout le monde pourra le lire aujourd'hui ou dans 10 ans. Alors j'ai dit éphémère, et évidemment que ça ne l'est pas, mais aussi, là je vais vous faire peur, est-ce qu'un roman, est-ce qu'un récit comme ça n'épuise pas la mémoire? Ah oui, oui, vous avez raison, on vit d'un terroir, absolument. Et c'est le côté, c'est une dimension psychothérapeutique, oui, psychothérapeutique. Et c'est vrai, je ne pourrais plus l'écrire aujourd'hui, je ne pourrais plus. Vous n'auriez plus les éléments pour l'écrire. Exactement. Parce qu'il vous resterait plus que quelques images très très frappantes, et tous les détails, etc. Exactement. Comme vous les avez livrés. Je ne dis pas que vous les avez oubliés, mais ils sont ailleurs. C'est absolument vrai ce que vous dites. C'est absolument vrai. Et est-ce que vous ne vous trouvez pas dans une espèce de regret